Dans ce carnet, nous allons résoudre un problème d'électrostatique, à savoir le calcul du potentiel électrique dans un espace borné par des plaques métalliques, plus spécifiquement dans un espace qui est borné entre deux plaques métalliques qui sont portées à des potentiels V0 et moins V0, donc les plaques d'un condensateur, et d'autre part une frontière carrée externe qui sera, elle, maintenue à un potentiel nul. Donc c'est un exemple de résolution d'un problème aux limites, donc un problème où on doit résoudre une équation différentielle, en l'occurrence ici l'équation de Laplace, qui est respectée par le potentiel électrostatique dans le vide. Donc, mais équation différentielle sujette à des conditions aux limites où la valeur de la fonction inconnue, c'est-à-dire v, est spécifiée à la frontière. Et ici, la frontière, c'est la frontière du domaine, donc une région où V est égal à 0, et deux plaques qui sont en quelque sorte une coupe d'un condensateur de longueur infinie dans la direction Z, mais de longueur finie dans la direction X. Les deux plaques du condensateur sont séparées par une distance 2h dans la direction Y, et elles ont une largeur 2D dans la direction X. La frontière du domaine est un carré de côté 2L. Donc il s'agit en fait d'un problème bidimensionnel, mais qui peut être vu comme un problème infini dans la troisième direction, la direction Z, et donc où la dépendance en Z du potentiel est négligée complètement. Donc nous allons le traiter comme un problème d'électrostatique en deux dimensions. Et en deux dimensions, donc le potentiel V va respecter l'équation de Laplace qui est ici, qu'il faut donc résoudre numériquement. Comment allons-nous procéder pour calculer V? Par une méthode numérique appelée la méthode de relaxation, qui est basée sur le fait que dans le vide, donc pour toute solution à l'équation de Laplace, la moyenne du potentiel électrique sur la surface d'une sphère est égale à la valeur du potentiel au centre de la sphère. Nous allons utiliser une grille pour représenter l'espace ici, et ce théorème de la moyenne, en fonction de la grille, veut simplement dire que la moyenne du potentiel V sur un site de la grille, sur un point de la grille, serait donnée par la moyenne des valeurs de V sur les 8 points voisins. Donc chaque point de la grille, bien sûr, est entouré de 8 autres points sur une grille carrée. Et donc on va supposer qu'en fin de ligne, la moyenne du potentiel V sur chaque point de la grille devrait être... la valeur du potentiel V sur chaque site de la grille devrait être égale à la moyenne des valeurs sur les 8 points voisins. Donc initialement, on va supposer une certaine configuration qui n'est pas la bonne, qui ne respecte pas cette propriété, et la relaxation consiste à faire une suite, donc à suivre une suite de configurations du potentiel, et à chaque étape, on procède à ce remplacement. On remplace la valeur en chaque point de la grille par la moyenne des valeurs aux 8 points voisins. Donc on génère de proche en proche donc des configurations différentes du potentiel V qui finissent par converger vers une configuration où cette propriété de la moyenne est respectée. Et donc une fois qu'on a convergé vers cette propriété, on suppose que c'est la solution à l'équation de Laplace, une solution approximative, et à partir de là, on peut calculer, tracer les équipotentiels, calculer les gradients, tracer les lignes de champ, et ainsi de suite. Donc cette procédure est une procédure itérative, et ça nous prend un critère de convergence. Le critère de convergence est le suivant. Il faut que la somme des différences au carré entre les potentiels obtenus à l'étape n et l'étape précédente, n-1, soit plus petite qu'une valeur donnée. Donc une précision epsilon qu'on spécifie à l'avance. Une fois qu'on a convergé, on va écrire la fonction v sur un fichier pour qu'on puisse par après la lire et réaliser les graphiques. Donc si vous voulez plus de détails sur le théorème de la moyenne, vous pouvez lire la note laplace.pdf. Je n'en ferai pas une revue dans cette vidéo. Ce carnet sera aussi l'occasion d'utiliser ce qu'on appelle un compilateur
just in time en anglais, donc juste à temps, donc le compilateur Numba qui permet d'accélérer considérablement les calculs en Python. Donc ça, c'est un détail très important de cet exemple. D'accord, alors allons-y pour le programme. Donc je vais importer ici le chronomètre, j'en aurai besoin pour faire des comparaisons. Ensuite Numba qui est ce fameux compilateur. On va définir les dimensions du problème. Alors, je les ai illustrées ici dans cette figure. Alors, souvenons-vous, L, c'est la demi du carré, enfin la longueur du carré du côté. H, c'est la demi-séparation entre les plaques. Et D, c'est la demi-largeur des plaques. Je centre le tout à l'origine. Donc, je vais poser ici L égale 10, D égale 5, H égale 2. Je vais supposer que j'ai 200 points de grille sur chacun des côtés du grand carré et que la valeur du potentiel sur les deux plaques est égale à plus ou moins 1. Ici, petit a sera le pas de grille, donc la distance entre des points voisins de la grille, donc 2L divisé par N. Je vais commencer par initialiser un tableau V qui contient les valeurs du potentiel. Je l'initialise à 0, c'est un tableau N par N. Je vais aussi identifier les indices de ce tableau qui correspondent à chacune des deux plaques. Donc les plaques seront représentées par un certain domaine des indices du tableau qui correspondent aux espaces qui sont illustrés sur la figure. Donc pour cela, je vais me figurer que le tableau carré que j'ai défini ici, en réalité peut être vu comme un tableau linéaire qui contient n carrés éléments, parce que tous les tableaux d'une forme quelconque sont toujours représentés en mémoire par des tableaux unidimensionnels. Et je vais identifier ici la liste des éléments de ce tableau linéaire qui correspondent aux points situés sur la plaque numéro 1 et sur la plaque numéro 2. Donc, comment j'y arrive? Eh bien, ici, je vais simplement représenter une valeur de... une coordonnée, pas une coordonnée, mais un indice du tableau comme étant la valeur de y multipliée par la largeur en x plus la valeur de x. C'est donc la valeur de y, par exemple, serait L moins H, et la valeur de x correspondante serait donnée par n fois L moins H sur A. L moins H sur A serait en fait non pas la valeur de Y, mais l'indice correspondant à cette valeur, si on numérotait les valeurs de Y de manière consécutive. Donc N, c'est le nombre de rangées ou de colonnes dans cette grille. Donc N fois L moins H sur A est en fait l'indice du tableau au commencement de la plaque supérieure. On ajoute à cela... en fait, c'est l'indice du tableau qui correspond à la valeur de Y associée au commencement de la plaque supérieure, et il faut lui ajouter pour ça un certain nombre de valeurs correspondant à l'espace entre le côté du domaine et le début de la plaque. Donc, en quelque sorte, L-D sur A, c'est le nombre d'éléments qui sont situés entre l'extrême gauche ici et le début de la plaque, alors que L-H sur A fois n représente le nombre d'éléments du tableau qui est contenu entre le tout début du tableau en haut et la valeur correspondant au début de la plaque. Donc c'est un tableau dans cette grille où les éléments sont numérotés à partir de la première rangée en augmentant la colonne et ensuite en passant à la deuxième rangée et ainsi de suite. Donc la partie du haut de l'espace considéré, du domaine considéré, occupe les premiers éléments du tableau. Et après un certain nombre de rangées, j'arrive à la rangée qui contient la première plaque, la plaque supérieure. J'ai un certain nombre de colonnes qui correspondent à l'espace entre le côté gauche du carré et le commencement de la plaque. Et c'est à ce point-là que je suis rendu à cette valeur de l'indice dans le tableau. De l'autre côté, la fin de la plaque correspond plutôt à ceci. Donc j'ai dû lui ajouter L plus D sur A au lieu de L moins D sur A, de sorte que la différence d'indice entre le début et la fin est égale à 2D divisé par A. Pour la plaque numéro 2, je remplace L moins H par L plus H.
Donc, souvenons-nous que bien sûr, toutes les dimensions ici sont des demi-dimensions, c'est-à-dire que L est la demi-hauteur du domaine, H est la demi-distance entre les deux plaques, et D est la demi-largeur de la plaque. C'est plus commode de cette manière. Donc, pourquoi définir ces listes, qui sont en fait des listes d'indices dans un tableau qu'on peut considérer comme déroulé, c'est-à-dire que ce tableau carré a été déroulé pour former un tableau linéaire? Eh bien, parce qu'il est facile et rapide d'attribuer aux éléments du tableau qui correspondent à ces indices une valeur précise. Par exemple, on peut utiliser la fonction NumPy put, et cette fonction, quand on lui donne en argument un tableau, une liste d'éléments et une valeur, qui est ici V0, va attribuer aux éléments du tableau correspondant à ces indices la valeur V0. Et donc, c'est une façon d'imposer au tableau V la valeur V0 quand on est situé sur la plaque supérieure. Et de la même manière, on peut rapidement imposer la valeur moins V0 aux éléments qui décrivent la plaque inférieure. Donc ça, c'est une imposition de conditions aux limites. Donc ça, c'est la première mise en place du problème. L'algorithme de relaxation lui-même va être une succession de mises à jour du tableau V. Alors, je vais sauter par-dessus cette fonction ici pour y aller précisément. Je vais ici décrire l'algorithme principal, c'est-à-dire que je vais, tant que j'ai une différence delta qui est plus grande que la précision, donc cette différence delta, c'est ce que j'ai illustré ici, d'accord? Tant que cette différence delta est plus grande que la précision, je continue à mettre à jour le tableau V. Et donc, c'est ce que réalise cette fonction update. Et à chaque fois, j'augmente de 1 un compteur qui représente le nombre d'itérations qui est au préalable initialisé à 0. Donc, une fois que je respecte la condition delta plus petit ou égal à la précision, je sors de cette boucle et je calcule le temps de fin, donc j'appuie sur mon chronomètre et je peux ensuite sauvegarder dans un fichier le tableau V dans le fichier v.date. Donc, voyons voir comment cette mise à jour fonctionne. Donc, je reviendrai sur cette ligne de code plus tard, mais commençons par décrire cette fonction qui met à jour le tableau V. Donc, voyons voir comment on l'utilise d'ailleurs. Vous voyez, j'ai V, delta est égal à update de V. Donc, je donne en argument à update le tableau contenant le potentiel et je retrouve à la sortie une nouvelle version du tableau et l'erreur qui est commise, en fait, donc la différence entre les versions successives. Donc, je retourne par cette fonction update un tuple, je retourne donc un nouveau tableau et une différence. Donc, voyons voir comment ça fonctionne. Le nouveau tableau, ici, je l'appelle V1 à l'intérieur de la routine update. Je l'initialise à 0, tableau n par n, et maintenant, je vais faire un calcul, donc je vais calculer ici ce tableau V1 en remplaçant, ou plutôt en égalant, en assignant à la valeur V1 de xy la moyenne, donc 1/8, fois les valeurs de V qui sont voisines. Alors, vous voyez ici, j'ai un certain nombre de valeurs qui correspondent à x-1, y-1, x-1, y, x-1, y plus 1. Donc, ce sont les 8 valeurs qui entourent le point de grille donné par x, y. X et y ici sont des entiers, bien sûr, qui vont de 1 jusqu'à n-2 inclusivement. Pourquoi de 1 jusqu'à n-2 inclusivement? Parce que, bien sûr, ça exclut la frontière. La frontière carrée du domaine correspond à x égale 0 et x égale n-1, et y égale 0 et y égale n-1. L'équation de Laplace n'est pas respectée sur la frontière, elle est respectée à l'intérieur strict de cette frontière, donc j'applique cette règle uniquement au point intérieur. Bien sûr, la frontière fait partie des voisins des points qui sont immédiatement à proximité ou voisins de la frontière, bien sûr, donc la frontière va contribuer au problème, mais via cette valeur moyenne. Donc j'ai ici 8 valeurs de V,
Donc, je peux aller jusqu'ici. D'ailleurs, on voit bien donc qui sont les 8 points qui avoisinent le point XY dans le tableau. J'en prends la moyenne et je fais cette boucle donc, sur les valeurs de X et Y dans ce domaine. Donc ça couvre tous les points, incluant les plaques, bien sûr. Et donc je ne dois pas appliquer cette règle sur les plaques à proprement parler, puisque les plaques ne sont pas dans le vide, n'obéissent pas. Donc le potentiel sur les plaques est fixé par des conditions, il n'obéit pas à l'équation de Laplace. Et donc je corrige ce que j'ai fait sur les plaques après coup, en imposant sur les deux plaques la valeur de V0. Donc sur la plaque 1 et plaque 2, j'impose la valeur V0 et moins V0, respectivement. Voilà, donc j'ai défini, donc j'ai calculé de cette manière un nouveau tableau V1. Alors remarquez que la condition ou limite sur le pourtour est respectée parce que le potentiel est censé être égal à 0 sur le pourtour carré, sur la frontière extérieure, et que comme le potentiel est initialisé ici à 0, c'est automatiquement respecté. Ensuite, je calcule la différence du nouveau tableau avec l'ancien tableau. Donc c'est une différence point par point, bien sûr. Je la mets au carré. Encore une fois, c'est un carré point par point. Et je calcule la somme de ces éléments. Et j'en prends la racine carrée. Donc, contrairement à ce que j'ai malheureusement indiqué ici, en fait, j'ai une racine carrée globale qui s'applique. Ce qui revient à définir epsilon un peu différemment. Donc, je prends cette différence scalaire et je retourne les deux. V1, différence scalaire, comme ceci. Voilà. Donc, je pourrais lancer ce calcul de manière tout à fait ordinaire et je me rendrai compte qu'avec les paramètres que j'ai donnés, ce calcul prendrait environ 5 minutes. Donc, c'est un peu long pour que j'en fasse la démonstration ici. Cependant, 5 minutes, c'est très long et c'est ici qu'intervient le fameux compilateur Numba. 5 minutes, c'est sans l'utilisation de ce gadget Numba. Maintenant, ce que va faire Numba, c'est prendre le code qui est ici, qui est un code de Python, et en créer une version compilée. Alors, c'est une remarque importante ici. Python n'est pas un langage compilé. C'est un langage, à moitié compilé, disons. C'est un langage qui est largement interprété, ce qui veut dire qu'il n'est pas très efficace en tant que séquence d'instructions. Les seuls éléments qui sont rapides dans ce langage, c'est tout ce qui, par exemple, est tiré de NumPy ou de SciPy, parce que les appels à NumPy et SciPy, comme le put, comme le zeros, ici sont des appels à des fonctions qui sont déjà compilées, qui sont écrites a priori dans un langage comme C, et qui forment une bibliothèque précompilée, une bibliothèque donc binaire, en langage machine. Et les appels qui sont ici sont directement à des fonctions extrêmement efficaces. Ceci dit, la procédure, la boucle qui est ici, est une boucle qui est relativement lente à exécuter. Toutes les instructions qui apparaissent ici seraient en quelque sorte interprétées au fur et à mesure dans le langage Python lui-même. Alors que l'appel à Numba va remplacer toute la fonction qui suit, c'est-à-dire update V. C'est pour ça que cet appel prend cette forme. C'est une syntaxe un peu particulière. On commence ici par un signe de A commercial, donc qui est un signe un peu spécial. C'est une décoration, on pourrait dire, qui dit à l'interpréteur Python, attention, ici, il faut prendre cette fonction update et en faire une version compilée à l'aide de ce compilateur Numba. Le JIT ici veut dire just in time, donc une compilation qui se fait au moment où on a besoin de l'utiliser. Et donc cette fonction compilée va être beaucoup plus rapide. Donc on peut faire le test ici simplement en exécutant ce programme. On obtient premièrement toute une série d'avertissements en rouge qui viennent de Numba. Et ce ne sont pas des messages d'erreur, ce sont des avertissements, donc il ne faut pas trop en tenir compte. Et on se rend compte que le temps de calcul pour cette étape est de 1.7 ou 1.8 secondes et que 1868 itérations ont été nécessaires afin de converger vers le tableau final du potentiel V.
Donc, le temps de calcul de 1,8 secondes est minuscule en comparaison d'un calcul sans Numba qui prendrait plus de 300 secondes. J'ai donné ici un exemple. Alors, je vais recompiler cette cellule. Je donnais ici des... alors, ça n'a pas très bien compilé, cette cellule de Markdown, je me rends compte, là. Des exemples de temps de calcul sur différentes plateformes. Je vais passer par-dessus, mais je veux simplement mentionner ici que j'ai essayé donc ce code sur un ordinateur bien précis, un MacBook Pro 2013, ça fait quelques années déjà, et je trouvais sur cette plateforme, donc un peu différente, avec un nombre d'itérations semblables. Je l'ai fait aussi dans un programme en C++ directement, que j'ai écrit. Je l'ai fait aussi dans un autre langage qu'on appelle Julia, qui est assez populaire dans certains cercles. Et donc, le temps de calcul est le suivant. Donc, pour Python sans le compilateur Numba, j'avais 168 secondes. Avec le compilateur Numba, 1,23 secondes. Alors, vous allez me dire, c'est un peu plus rapide que ça, mais c'est pas le même ordinateur. Avec Julia, 60 secondes, qui est quand même très lent par rapport à ce que l'on aurait espéré de ce langage. Et en C++, 0,4 secondes, ce qui veut dire qu'un programme directement écrit en C ou en C++ est quand même plus rapide, mais quand même plus long à développer et à écrire qu'un programme en Python. Oui, l'efficacité ultime est obtenue avec des langages plus traditionnels, mais le Python avec compilateur juste à temps se défend très bien. La prochaine étape consiste à importer en graphique les équipotentiels et les lignes de champ électrique. Pour cela, nous allons lire dans le fichier v.date le tableau V qu'on a obtenu dans le programme précédent. On va redéfinir les mêmes dimensions qu'avant. On va s'assurer que le système d'axes a un rapport d'aspect égal à 1. On va définir une liste de valeurs, un tableau de valeurs de x, qui est le même que le tableau des valeurs de y, donc qui va de -L à L. Et on va ensuite faire un graphique contour. Donc on peut utiliser la fonction de Matplotlib contour aussi en spécifiant des tableaux linéaires simples des valeurs de x et de y qui sont utilisés. Alors notez qu'ici j'ai mis les valeurs de x et j'ai mis un moins aux valeurs de y. Pourquoi? Parce que dans la représentation qu'on a du tableau V, les rangées commencent à 0 en haut et se terminent par n en bas, ce qui est le sens contraire de la coordonnée y. Donc la coordonnée y que l'on veut représenter va dans le sens contraire, et c'est pour ça qu'il faut mettre ici moins le tableau des valeurs de y, en quelque sorte. Donc, je représente ainsi les contours en bleu. Ensuite, je vais représenter les lignes de champ, donc je vais les calculer à partir du gradient appliqué à ce tableau V. Alors, ces composantes du gradient, je les appelle respectivement EY et EX. Pourquoi dans cet ordre? Parce qu'encore une fois, le premier indice du tableau V, ce sont les rangées, donc ça correspond à la coordonnée Y. Et le deuxième indice du tableau, ce sont les colonnes, donc ça correspond à X. Attention, bien sûr, le champ électrique est l'opposé du gradient du potentiel. Donc normalement, je devrais multiplier ces composantes par -1. Et donc je le fais ici pour la composante en X, mais je ne le fais pas pour la composante en Y, parce que ce -1 est déjà inclus du fait que le tableau V est parcouru dans le sens inverse, encore une fois, avec un Y maximum en haut et un Y minimum en bas. Donc je commence le tableau avec Y maximum, je le termine par Y minimum, et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de multiplier par -1 la composante en Y. Enfin, j'appelle la fonction streamplot avec les valeurs de x, les valeurs de y, encore une fois, qui sont moins les valeurs de x parce que y va dans le sens contraire, les composantes x et y, et je colore en rouge les lignes de champ. Enfin, je m'amuse à ajouter des traits épais pour représenter les deux plaques. Donc, j'ajoute ces lignes. Ici, donc ça c'est une fonction line2d qui permet de définir une droite bien spécifique sur un graphique. Donc c'est un élément graphique supplémentaire dans Matplotlib.
Donc j'exécute ce truc-là, donc ça va simplement répéter ce qui apparaissait partiellement ici, et qui a cette forme. Alors voyons voir ce que ça représente. Donc j'ai les deux plaques qui apparaissent en noir, les équipotentiels en bleu, les positives sont en haut parce que le potentiel est égal à plus 1 sur la plaque du haut, les négatives sont en pointillé parce que le potentiel est égal à moins 1 sur la plaque du bas. Les plaques sont véritablement équipotentielles, c'est-à-dire que j'ai une suite d'équipotentiels concentriques qui se terminent de manière un peu dégénérée par ces deux plaques. Les lignes de champ sont issues de la plaque positive et se dirigent vers la plaque négative. Elles sont toujours perpendiculaires aux conducteurs qui sont maintenus à potentiel constant. Donc on voit qu'elles partent perpendiculairement de la plaque supérieure, elles arrivent perpendiculairement à la plaque inférieure et elles vont se jeter perpendiculairement sur la frontière carrée. Donc la frontière carrée ici est un peu artificielle, ça ne représente pas un système qui est simplement borné, mais un système qui est contenu dans une équipotentielle carrée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un système infini. Nous allons remédier à ce problème dans quelques instants. Mais donc, les lignes de champ vont effectivement se fixer de manière perpendiculaire à la frontière externe. Voilà, donc nous avons manifestement résolu de manière correcte l'équation de Laplace dans ce système fermé. Maintenant, la dernière étape de ce carnet, c'est l'élimination de la frontière externe. C'est-à-dire qu'on désire éliminer la frontière externe pour en faire un système ouvert. C'est-à-dire que la frontière externe ne serait pas un conducteur, mais simplement une limite dans le graphique. Il ne faudrait donc pas appliquer les conditions aux limites nulles sur la frontière externe, mais plutôt calculer le potentiel sur cette frontière de manière différente. Donc, comment allons-on procéder? Et pour cela, nous allons utiliser la loi de Coulomb pour le potentiel, mais en deux dimensions. Donc, en deux dimensions, si j'ai une densité de charge ρ à un point R', eh bien, le potentiel au point R est donné par cette loi qui est logarithmique au lieu d'être en 1 sur la distance. Donc j'ai le logarithme de la distance entre les deux points, entre le point d'observation et le point de source, celui qui contient la densité de charge. J'ai le logarithme de cette distance avec un signe moins, qui est important, qui n'apparaît pas dans la version 3D de cette loi. Donc en 3D, j'aurai 1 sur 4pi epsilon 0 avec un plus, et au lieu d'avoir un logarithme, j'aurai 1 sur la distance. Ici, j'ai le logarithme, j'ai moins 1 sur 2pi epsilon 0. J'ai 2pi en deux dimensions parce que la circonférence d'un cercle, c'est 2pi, alors que la surface d'une sphère en 3D, c'est 4pi r carré, donc 2pi r versus 4pi r carré, donc c'est pour ça que j'ai cette différence. Donc j'ai cette valeur du potentiel en deux dimensions en fonction de la densité de charge. Dans le problème qui nous occupe, la densité de charge est nulle partout, sauf sur les plaques, bien sûr. Et donc, le problème est plus simple parce que je n'ai pas à faire une véritable intégrale bidimensionnelle, mais simplement une intégrale unidimensionnelle le long des plaques où je dois connaître la densité de charge. Par contre, cette densité de charge, par la loi de Coulomb, est donnée par, la loi de Gauss, on peut l'appeler comme ça, c'est donné par cette expression. La densité de charge sur les plaques serait donnée par moins epsilon 0 fois le Laplacien de phi sur les plaques. Donc je pourrais réécrire la même expression de cette manière en fonction du Laplacien du potentiel phi sur les plaques. Donc ce que je vais faire, ici la stratégie, c'est de calculer le potentiel sur le carré extérieur, donc la frontière du domaine, en me servant de cette intégrale et en me servant de la valeur du Laplacien de phi sur les plaques. Donc pour cela, comme j'ai des variables qui sont définies sur une grille, il faut que j'exprime le Laplacien en fonction de différence finie. Donc je vais appeler ici, non pas phi de R, mais phi indice XY, la valeur du potentiel phi au point X et Y de la grille. Je vais utiliser cette expression aussi comme une approximation valable. Excusez-moi.
une approximation valable de la deuxième dérivée, donc du Laplacien de phi. C'est la deuxième dérivée ici dans la direction y, bien sûr. Donc je prends y' plus 1, y' moins 1, j'additionne, je soustrais 2 fois la fonction évaluée à y'. Ça me donne une approximation de la deuxième dérivée par rapport à y. Je devrais normalement diviser par a au carré, parce que c'est le pas de la grille. De l'autre côté, j'intègre sur une surface, et donc je devrais multiplier par a carré également, donc ces deux facteurs de a carré s'annulent, et l'intégrale est simplement ici remplacée par une somme. Je somme sur les plaques, donc je somme ce qui est en fait une densité qui n'existe que le long des plaques, donc cette intégrale devient simplement une somme le long des plaques. J'ai donc cette expression qui représente la deuxième dérivée par rapport à y. Par rapport à x, il n'y en aurait pas, parce que le potentiel ne dépend pas de x sur les plaques, parce que c'est une équipotentielle. Ensuite, je multiplie par le logarithme de cette distance. La distance entre le point d'observation xy et le point de source x', y' est donnée par cette expression. J'ai donc une expression comme ceci sur une plaque, et la même expression sur l'autre plaque. Je dois donc les additionner. Je sais très bien cependant que les densités de charge seront opposées sur les deux plaques. Donc je prends ici expressément la différence entre les deux expressions, une somme sur la plaque supérieure, par exemple, donc x' représentant la valeur de x lorsque je me déplace sur la plaque supérieure, sur une valeur fixe d'y'. Et je soustrais la même chose pour y', donc y2, appelons-le comme ça. Donc je suppose que y1 et y2 sont les deux hauteurs, les deux valeurs de y' pour les plaques. Donc j'ai moins y1 ici, et je soustrais pour y2, mais comme le logarithme la différence de logarithme est le logarithme du quotient, donc je peux l'écrire de cette manière. Donc, comment procède-t-on en pratique? Donc on procède comme avant, sauf que à chaque itération, donc en plus de faire une mise à jour qui consiste à appliquer la méthode de relaxation, je vais mettre à jour la frontière, les valeurs de phi à la frontière extérieure, comme ceci, à l'aide de cette formule et de la valeur courante du potentiel sur les plaques. Donc c'est une mise à jour un peu différente. Donc regardons le programme dans le détail. J'ai ici, encore une fois, sélectionné les valeurs qui correspondent aux plaques. Ça c'est comme auparavant. Je me définis une fonction que j'appelle Coulomb, qui dépend de xy, x', y', enfin xy, x', y1, y2, appelons ça comme ça, et qui est exactement ce que l'on voit dans cette formule ici, donc ce logarithme, d'accord, donc simplement je fais le rapport des deux quantités, toute cette expression qui est ici, et donc je prends le logarithme de cette valeur et je divise par 2π. Donc cette fonction Coulomb va simplement reproduire cette partie ici de la fonction ainsi que le 1 sur 2π qui est là. Ensuite, je définis une fonction qui applique les conditions aux limites. Donc je développe la mise à jour un peu plus que précédemment. Donc, dans cette application des conditions aux limites, je remplace... donc, remarquez que j'ai un argument phi ici qui correspond au potentiel à l'étape précédente. Donc, je vais maintenant... C'est-à-dire le potentiel que je dois mettre à jour. Je vous demande pardon. Donc, je dois appliquer à ce potentiel, à ce tableau, sur la plaque 1 et la plaque 2, les valeurs V0 et moins V0. Ensuite, je vais faire une boucle. Donc, cette boucle correspond ici aux différentes valeurs associées aux plaques. Donc, vous vous souvenez, j'ai x1 et x2 ici qui sont les différentes valeurs de x associées aux frontières des deux plaques, et y1 et y2 correspondent aux deux plaques également. Donc je vais ici faire une boucle pour x contenu entre x1 et x2, donc ça correspond à faire la somme
en quelque sorte la somme qui est indiquée ici, la somme sur x', c'est cette boucle. Je fais une boucle sur x, je calcule la deuxième dérivée, que j'appelle ρ1 ici, qui est la densité de charge, grosso modo, donc en additionnant la valeur de phi, y1 plus 1. Donc, notez l'ordre des arguments, n'est-ce pas? Donc, le premier argument, c'est l'indice de rangée, c'est donc la valeur de y. Le deuxième argument, c'est la valeur de x. Donc, j'ai y1 plus 1, y1 moins 1, avec un signe plus pour les deux cas, et je soustrais deux fois la valeur à y1. C'est ce qui me donne l'approximation de la deuxième dérivée évaluée à y1. Je fais une boucle sur n maintenant, pour représenter les différentes valeurs du potentiel sur le carré extérieur. Donc j'ai phi 0 b, va de 0 jusqu'à n-1 inclus. Donc phi 0 b, par exemple, correspond à la frontière supérieure, donc à la portion supérieure du carré. Phi moins 1 b correspond à la portion inférieure du carré. Phi b0 correspond à la portion à gauche du carré et phi b-1 à la portion à droite, parce que moins 1 représente bien sûr le dernier élément du tableau. Et donc pour chacun de ces quatre côtés, j'ajoute à phi une contribution qui vient de la loi de Coulomb, donc exactement une contribution qui provient des différentes valeurs de x dans ce domaine. D'accord? Et encore une fois, évidemment, ici, les valeurs qui sont ici représentent les valeurs de x et de y pour le point d'observation, le point sur la frontière, la valeur de x sur la plaque et les deux valeurs de y qui sont les deux valeurs associées aux deux plaques. Voilà, donc cette fonction impose les conditions aux limites sur le carré extérieur ainsi que sur les deux plaques. Sinon, la fonction de mise à jour elle-même fonctionne comme avant à peu près. Je définis un nouveau tableau rempli de 0. J'applique la relaxation, donc la moyenne pour chaque site de la grille sur les 8 sites voisins. J'impose maintenant les conditions aux limites. Ce qui se faisait dans le détail dans cette fonction mise à jour avant se fait maintenant dans cette fonction séparée. Je calcule la différence entre V1 et V, le carré, je calcule la racine carrée, la différence, et je retourne comme avant la nouvelle valeur du tableau et la différence. La boucle principale du calcul n'est pas différente d'avant. J'imprime un message à chaque 100 itérations pour être sûr d'avoir un petit peu de dialogue entre le programme. Et voilà, je vais maintenant sauvegarder le résultat final dans ce fichier VOUV, OUV pour ouverte. Et allons-y, donc quand je lance ce calcul, j'ai des avertissements, encore une fois, dont je ne tiens pas compte, les avertissements de Numba, et j'ai un certain nombre d'itérations ici qu'on voit progresser, et on voit le delta qui diminue à chaque fois, et éventuellement, donc, il va atteindre la valeur critique pour convergence, ce qui est sans doute déjà fait ici. Vous voyez, donc ça m'a pris 19 secondes, beaucoup plus long qu'avant, parce que le calcul est beaucoup plus complexe, avec 5000 itérations. Enfin, dans la dernière étape, je fais encore une fois le graphique des équipotentiels et du champ électrique avec cette solution que j'ai obtenue. C'est la même fonction qu'avant, c'est le même programme, c'est-à-dire, sauf que maintenant j'ouvre le fichier VOUV au lieu du fichier v.date. Donc les résultats sont les suivants. Remarquez la différence importante. Donc proche des plaques, ça ne change rien. Mais aux frontières, je n'ai plus de ligne de champ perpendiculaire au carré. La frontière n'est plus une équipotentielle. On le voit dans les équipotentiels, on le voit dans les lignes de champ aussi. La frontière se résume ici à une fenêtre sur un problème infini. Donc ce sont des conditions ouvertes. Et ça représente donc ce qui se produirait dans un espace infini si je n'avais que les deux plaques comme plaques conductrices. Donc c'est la solution que l'on cherchait à la fin, la solution désirable dans ce problème. Voilà, je vous remercie de votre attention.